Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Durant son enfance, Greta Lovísa Gustafsson rêve d'avoir un jour un champ d'orangers. Symbole de réussite et d'argent, la jeune Suédoise ne se doute pas un instant que 20 ans plus tard, elle pourra s'acheter autant d'oranges qu'elle le désire. Nouvel épisode de Close-Up Dramatique où on parle de l'enfance de Greta Garbo. On va parler de sa relation très complexe avec sa mère, son enfance tout aussi complexe qui ont forgé un peu sa personnalité énigmatique. Puisque vous allez voir que dès son jeune âge, Greta s'enveloppe d'un voile de mystère. Enfant, elle était déjà très réservée et elle s'enfermait comme le font plusieurs enfants dans son monde imaginaire. Donc, c'est le programme du jour. Je vais me rendre jusqu'à ses premières expériences cinématographiques, puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous prépare évidemment plusieurs autres épisodes sur Greta Garbo. Lorsque j'en aurai fait plusieurs, je ferai une liste de lecture sur Podcastic où ils seront tous regroupés. Mes références pour l'épisode d'aujourd'hui sont principalement deux livres, soit la biographie de Anthony Grunovich, l'ami de Garbo, qui a écrit un ouvrage exceptionnel sur la vie de l'actrice qui s'appelle Garbo, son histoire. Un livre que je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur l'histoire d'amour entre Garbo et l'acteur John Gilbert. Je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Je me base aussi sur le livre Garbo par Alexander Walker qui lui se base sur les archives de la Metro-Goldwyn-Mayer, soit la MGM. C'est un livre vraiment super intéressant. Walker a eu accès à tous les documents concernant la Suédoise, ce qui veut dire que nous savons exactement les termes de ses contrats, le montant qui lui était versé, mais aussi ses exigences durant les tournages. C'est un livre que j'ai adoré lire, qui va m'être vraiment très utile lorsque je vais aborder la carrière ou l'après-carrière de Greta Garbo. Juste avant de commencer, je tiens à vous remercier d'écouter Close-Up Dramatique. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je salue les Allemands ainsi que tous les Français qui écoutent. Je sais que vous êtes plusieurs. Merci infiniment à tous. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'Instagram de Close-Up Dramatique. J'y poste assez souvent des nouvelles sur les épisodes ainsi que de magnifiques photos de l'âge d'or d'Hollywood. Maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant l'épisode d'aujourd'hui et de ceux qui viendront, allons-y. Suède 1905. Le 18 septembre 1905 naît Greta Lovísa Gustafsson à Stockholm en Suède. La petite fille est la troisième et dernière enfant de Carl Alfred Gustafsson et de Anna Lovísa. Un couple marié depuis déjà plusieurs années menant une vie très modeste, voire pauvre. Il faut dire que le père de Greta est un homme très attirant. Né en 1871, quelque part en campagne suédoise, Carl Alfred Gustafsson est l'aîné de 4 enfants de parents ouvriers agricoles. Il a malheureusement pas reçu une éducation très avancée puisque dès qu'il commence à marcher, son père le fait travailler dans les champs afin d'aider la caisse de la famille. En grandissant, Carl devient un jeune homme qui plaît énormément aux femmes avec ses yeux bleus et son physique très attirant. Même s'il n'a reçu que très peu d'éducation, il est brillant et est même doté d'une certaine logique lorsqu'il est question de travaux agricoles. À l'âge de 25 ans, il part pour la ville de Stockholm, rêvant d'y rencontrer une jeune fille issue d'une famille riche. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Pour bien comprendre ce rêve, il faut se mettre en contexte la ville de Stockholm à la fin des années 1800. À l'époque, la ville est séparée en deux côtés. Un côté très bourgeois où des familles mènent la vie des gens riches travaillant dans des milieux aisés ou étant propriétaires de manufactures. Ce côté de la ville possède certains parcs magnifiques où poussent des fleurs aux 1000 couleurs et où on peut rencontrer certaines célébrités comme des écrivains ou encore des gens de théâtre. Vivant dans d'immenses maisons chics, ces personnes ne traversent que très rarement le côté ouvrier de la ville. Ce côté ouvrier est moins féerique. Des dizaines de familles s'entassent dans des immeubles de quelques appartements. Ces familles sont souvent composées de parents travaillant dans les usines ou les manufactures pour quelques sous seulement qui peinent à nourrir leurs enfants. À la place des parcs à fleurs, le côté ouvrier de Stockholm est marqué par les piles de déchets qui s'accumulent le long des trottoirs, ce qui est peu invitant. C'est donc dans ce contexte social très marqué par la différence de la classe qu'arrive Carl Gustafsson à Stockholm. Afin d'éviter de vivre dans le milieu très appauvri de la ville, le jeune homme va accumuler les petits boulots qu'un homme de campagne peut faire. Il va finalement rencontrer une jeune paysanne, Anna Lovisa, alors qu'il travaille dans une ferme tout près de la ville. On connaît que très peu d'informations sur les premières années de vie d'Anna Lovisa. On sait qu'elle est issue d'un milieu campagnard et que, tout comme Carl, elle a reçu une éducation minime. Lorsqu'elle rencontre Carl, Anna est une femme de ménage et elle récolte souvent les légumes dans certains champs afin d'arrondir ses fins de mois. La femme est dotée d'un caractère sévère et autoritaire qui est le contraire de Carl, qu'on dit très doux, calme et à l'écoute des moindres désirs de ses amis. Anna est également que très peu démonstrative avec son compagnon, fuyant même les marques d'affection autant en public qu'en privé. Carl et Anna se rencontrent donc en 1896 et se marient la même année. Selon plusieurs sources, dont le livre d'Antoni Grnovitch, Garbo, son histoire, Anna aurait poussé Carl au mariage par peur de finir vieille fille. Les parents de la future star du cinéma se seraient donc mariés non pas par amour, mais bien par la peur de la mère de finir seule. Cette hypothèse du mariage de Carl et Anna est appuyée par les dires de Garbo elle-même, à son ami Antoni Grnovitch. En 1898, naît leur premier enfant, un garçon nommé Sven. Puis, en 1903, naît Alva, une petite fille à la santé fragile. Puis, en 1905, Greta, comme je l'ai dit plus tôt. Vous comprenez un peu mieux maintenant dans quel contexte grandit la jeune Greta Garbo, un contexte très modeste qui va finir par basculer dans la pauvreté et des parents qui, vous allez voir, vont s'aimer de moins en moins. Au moment de la naissance de Garbo, le couple est déjà sur une pente descendante. Carl commence également à boire au point où il en devient alcoolique, un problème qui interfère avec ses petits boulots qui poussent ses patrons à le congédier. En 1905, il n'y a plus rien du jeune homme de campagne mais élégant arrivé à Stockholm il y a près d'une décennie. Tant qu'à la mère, elle est que très peu démonstrative avec ses enfants, trop occupée à travailler comme couturière afin de subvenir aux besoins de sa famille. Une famille qu'elle n'affectionne pas particulièrement selon Garbo. En 1910, la famille des Gustafsson déménage dans un immeuble de quelques étages. L'immeuble est fait de briques rouges. On peut facilement dire que c'est le stéréotype de l'immeuble où vivent des familles peu aisées de l'époque. Ils y vivent à 5 dans un tout petit appartement aux grandes fenêtres mal isolées. L'été, l'appartement est très humide et chaud, puis vient le froid glacial des hivers suédois. Le petit appartement est composé de seulement 2 pièces. La plus grande des pièces sert à la cuisine ainsi qu'au salon où s'entassent les 3 enfants de la famille pour manger quelques bouchées de pain. La seconde pièce est la chambre. Les 3 enfants ainsi que les parents dorment dans la même chambre au sol. Parfois, les enfants sont réveillés par les ébats sexuels très violents de leurs parents. Il est pas rare durant ces relations intimes qu'Anna frappe violemment son mari, au point où il se retrouve avec certaines marques au visage. Lorsqu'ils ne sont pas réveillés par les relations intimes de leurs parents, les enfants sont témoins chaque jour des nombreuses disputes. Anna reproche à Carl ses problèmes d'alcool et l'accuse d'être la raison principale pour laquelle la famille vit dans la pauvreté.
Lorsqu'il part travailler tôt le matin, on ne sait jamais à quelle heure va revenir le père de famille. Après ses longues journées de travail, il va souvent dépenser ses quelques sous gagnés dans des bars miteux aux alentours de l'immeuble. Anna l'attend de pied ferme chaque soir. À son retour, le père est confronté au mauvais caractère de sa femme et ils finissent toujours par se disputer. Ce climat familial très difficile va profondément marquer la jeune Greta Garbo et lui donner une image très mauvaise des relations amoureuses entre hommes et femmes. En vieillissant, elle sera que très peu attirée par les relations intimes, ayant constamment le souvenir des ébats violents de ses parents. Des 3 enfants de la famille, Greta est la plus réservée. La jeune fille est de nature contemplative et se perd très souvent dans ses pensées et son imagination débordante. Elle se tient très souvent à l'écart, observant les moindres faits et gestes de sa mère, de qui elle cultive une certaine peur. La jeune femme qui n'a même pas 10 ans voit sa mère comme une femme méchante. Anna est très sévère avec ses enfants et particulièrement avec Greta. Elle tente constamment de la faire sortir de son exclusion afin que la fillette aide aux différents travaux ménagers. La mère de famille est également beaucoup plus proche de ses 2 aînés. Sven, travaillant déjà au milieu de son adolescence pour aider sa famille, obtient très souvent des bonbons de la part de sa mère, tout comme Alva, la sœur aînée. Greta, elle, a le droit aux miettes laissées par son frère et sa sœur. Avec son père, Karl, c'est différent. Karl est très protecteur avec sa fille cadette et en est son idole. Greta voit son père comme étant un homme travaillant dur pour faire vivre sa famille et qui devrait être reconnu pour vivre avec une femme aussi difficile qu'Anna. La jeune fille aide également son père à se trouver de nouveaux emplois lorsque ce dernier est mis à la porte. Ensemble, ils passent beaucoup de temps et Karl apprend à sa fille que dans la vie, rien ne presse. Tout finit par arriver ou revenir. Quand il le peut, Karl achète des oranges à sa famille. Les oranges sont des fruits dispendieux à l'époque, souvent symboles de richesse et de réussite. Comme l'a déjà expliqué Garbo à son ami Anthony Grnovitch, qui rapporte ses dires dans son livre, elle se souvient de la première fois qu'elle a goûté à une orange. Elle se souvient aussi de la texture très particulière. Avant de manger une orange, la jeune fille l'observait, la caressait, puis enlevait la peau du fruit comme si c'était une cérémonie, délicatement afin d'abîmer le fruit le moins possible. Elle aime le goût des oranges et explique que pour elle, c'était comme une transe. Elle mangeait une orange avec lenteur afin de goûter à toutes les subtilités du goût. Lorsqu'Anna punit sa jeune fille, Greta s'enferme dans son imaginaire et rêve à un champ d'orangers. C'est son plus grand rêve. Se réveiller au milieu d'un champ d'orangers où l'odeur des oranges serait toujours présente. À l'école, la jeune Greta Gustafsson excelle, même si elle n'a aucun intérêt pour les matières scolaires. Elle manque souvent ses cours pour aller se cacher à l'arrière des théâtres afin d'observer les acteurs et actrices entrer et sortir. Faute d'argent, à ce moment-là, la jeune fille ne peut entrer ni au théâtre ni au cinéma. Elle se résout donc à errer derrière ces salles. De retour à l'appartement familial, Greta s'invente 1001 personnages et se fait ses propres pièces. Des inventions qui finissent souvent en drames immenses. À 10 ans, Greta Gustafsson ne peut entrer au cinéma voir les films ni voir jouer les comédiens au théâtre, mais elle va rapidement trouver un moyen d'y entrer.
Greta Garbo a vécu une enfance assez difficile, avec des parents se disputant constamment et un climat familial très particulier. Étant souvent oubliée par sa mère quand il est temps d'être gâtée, la petite fille se réfugie dans ses pensées et ses rêves. Elle s'imagine être la star d'une pièce de théâtre dramatique, puis se voit sur un écran géant, alors qu'elle n'est jamais rentrée ni dans un théâtre, ni dans un cinéma. Alors qu'elle entre dans l'adolescence, Greta prend subtilement quelques sous de l'argent de la famille afin d'entrer au cinéma. Elle peut y passer des journées entières. Elle y découvre une panoplie de stars suédoises du moment, mais ce qu'elle préfère le plus, c'est les films en vedette. Ceux qui viennent d'un autre continent, l'Amérique. En 1917, elle découvre une certaine Mary Pickford, qui est à ce moment-là la plus grande star du cinéma. On peut même dire que Pickford est la plus grande star au monde. Son visage est reconnu à travers le globe et crée des émeutes partout où elle se retrouve. La jeune Suédoise découvre l'actrice dans Poor Little Rich Girl, l'un des films importants de la carrière de Pickford. Greta se trouve alors une nouvelle idole. Elle veut devenir aussi populaire que Mary Pickford. Elle assiste aux représentations parfois une dizaine de fois par semaine, lorsque son père lui donne quelques dollars supplémentaires. C'est donc vraiment à ce moment-là que Greta Garbo rêve réellement de faire carrière au cinéma, ce qui contraste avec son caractère qui est toujours très réservé, voire timide. La même année, en 1917, elle désire se rendre par train à Ledingo. À l'époque, la ville de Ledingo possède l'un des plus gros studios de cinéma de la Suède. Certaines sources vont même dire que c'est le Hollywood suédois. Les plus grandes stars suédoises y sont sous contrat. L'adolescente s'achète alors un billet de train direction Ledingo afin de tenter de se faire engager. Malheureusement, le train ne peut partir à cause d'une tempête de neige sans précédent qui tombe sur toute la Suède. Je rappelle ici que Garbo n'a que 12 ans en 1917 et elle est prête à partir toute seule pour une ville qu'elle ne connaissait pas du tout. Ça démontre bien son caractère ambitieux malgré sa grande réserve. En 1919, Greta va vivre son premier drame. Son père, Karl, est emporté par l'épidémie de grippe en Suède. Alors qu'elle a 14 ans, l'adolescente doit elle-même emmener son père dans un hôpital. Sa mère, convaincue que son mari exagère son état, parvient à convaincre ses deux aînés, Sven et Alva, de ne pas s'occuper de leur père. Greta est donc la seule à se soucier de la santé du pauvre homme. Anna Lovisa bouscule même son mari lorsqu'il réussit à se lever et lui demande de faire des tâches très physiques. Cependant, une fin d'après-midi de 1919, l'état du père est effrayant. Il se met à faire de plus en plus de fièvre et perd même connaissance à certains moments. Alertée par ces symptômes et inquiète pour la vie de son père, la jeune Suédoise aide son père à se lever et le traîne littéralement avec elle jusqu'à l'hôpital le plus près. Mais rendus dans un milieu hospitalier, leur statut de personnes pauvres ne leur permet pas d'avoir des soins sur le champ. L'état du père va empirer, puis il va finir par décéder en 1919. La mort de son père va énormément affecter Greta Garbo. Elle a l'impression d'être seule maintenant. Elle doit affronter sa mère qui semble se foutre complètement de la mort de son mari et qui dépense son héritage dans des choses complètement inutiles. Elle se met donc à travailler afin d'aider sa famille dans un salon de coiffure. Elle a pour clients majoritairement des ouvriers qui la traitent comme un vulgaire objet. Ces ouvriers lui font ouvertement des avances qu'elle refuse toujours. Encore une fois, Garbo a une très mauvaise vision des relations homme-femme. Mais en 1920, quelques mois après le décès de son père, elle doit renoncer à son emploi. Trop déprimée et devenue anémique, sa sœur Alva et son frère Sven lui conseillent de prendre quelque temps pour se reposer et lui suggèrent la campagne où a grandi leur père. Elle part donc pour quelques semaines se reposer et retrouver une certaine santé. Durant ce repos, elle fait un rêve étrange, qu'elle raconte à Grunovitch. Elle rêve une nuit à une orange qui sent très fort. Très heureuse de cette orange, elle se met donc à l'observer puis à enlever la peau comme elle le fait toujours. Mais à l'intérieur du fruit, elle y retrouve son père qui renaît et qui lui rappelle de ne jamais abandonner, qu'elle réussira tôt ou tard dans la vie. Garbo voit ce rêve comme un message venu d'une autre tombe, comme le dernier message de son père.
elle n'abandonnera jamais plus ses rêves de cinéma et surtout celui d'avoir un champ d'oranger. Le 26 juillet 1920, la Suédoise est engagée comme modiste au Paul U. Bergström, une boutique assez chic de Stockholm. Une modiste est un genre de mannequin ambulant qui défile devant les clients avec les plus beaux vêtements du magasin. En plus d'être modiste, elle est aussi vendeuse à la boutique et fait quelquefois des photos pour les catalogues. Elle est payée 35 $ par semaine, ce qui est une belle somme pour l'époque. Cet emploi de modiste va la faire remarquer par les patrons du Paul U. Bergström qui vont lui proposer de faire de la publicité pour l'écran. En gros, elle tourne pour la première fois de sa vie dans de petits films publicitaires à saveur humoristique. Un jour, le magasin va changer Greta de rayon et elle va faire la rencontre d'Eric Petchler, un producteur et réalisateur de films qui obtient généralement peu de succès. Petchler est charmé par le charisme naturel de l'adolescente puisqu'elle a encore que 16 ans et lui offre alors de passer un test de caméra. Mais alors que sa chance de faire ses débuts au cinéma s'offre à elle, soudainement, Greta, elle est hésitante. Elle a peur d'être refusée et de ne jamais avoir un travail dans le milieu cinématographique. C'est finalement ses collègues qui vont la pousser à y aller. Ce premier screen test est peu convaincant, mais sous le charme de la jeune femme, Petchler l'engage. Au départ, il l'engage davantage pour sa silhouette dite parfaite que pour son talent d'actrice. Mais rapidement, le producteur se rend compte qu'il tient quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui se dégage des yeux de la femme, qui, à l'écran, vient toucher le public immédiatement. Elle quitte alors son emploi à la boutique pour se mettre définitivement au cinéma. En 1922, elle tourne son premier long métrage, Pierre le Vagabond, où elle y joue une jolie femme en costume de bain. Même si sa prestation est presque de la figuration, elle est remarquée par plusieurs critiques. Dans le Swing, on écrit « Greta Gustafsson pourrait un jour devenir une actrice très populaire au pays. S'il savait que moins de 5 ans plus tard, elle serait reconnue à l'international. » Après Pierre le Vagabond, elle fait que de la figuration dans des films qui ont peu de succès ou qui passent totalement inaperçus. Sous les conseils de Eric Petchler, elle passe une audition pour entrer à l'Académie de théâtre dramatique Royal Dramaten. Petchler espère qu'à cette école, Greta pourra travailler son jeu et ainsi le peaufiner. Voulant désespérément entrer à l'école de théâtre, qui d'autant plus est l'une des plus réputées au pays, elle suit des cours accélérés avec Sang Enwall, un professeur de renom en Suède. Enwall la fait travailler jour et nuit sur 2 rôles, qui sont souvent des pièges faits par les directeurs du Dramaten. Lorsqu'elle arrive à l'audition, elle est la plus prête des femmes venues pour avoir leur place. Elle obtient son entrée à l'Académie de théâtre immédiatement après son audition. Elle y passera que quelques mois, mais y travaillera ce qui deviendra sa légende, sa manière de bouger à l'écran. Les professeurs de l'Académie en sont bien conscients. La future Greta Garbo sait naturellement bouger et agir devant la caméra. Son regard est digne des plus grandes vedettes hollywoodiennes. Ce qui reste à apprendre à la femme, c'est de faire passer les émotions par le corps tout entier. Technique utilisée à l'époque du muet. Je le rappelle, on est au début des années 20. Déjà, durant ces quelques mois au Dramaten, on remarque son caractère très spécial. Elle s'isole du reste de ses compagnes, n'ayant que très peu d'amis. Venant de milieux totalement différents de ses collègues, qui pour la plupart viennent de milieux plus qu'aisés, elle se sent si différente qu'elle préfère être seule. Elle répète, loin des regards, ses pièces et lorsqu'il est temps de performer, tout le monde est étonné par le professionnalisme et l'excellence de la femme. Je disais qu'elle avait que très peu d'amis et interagit que très peu avec ses collègues. Eh bien, lorsqu'elle se présente comme si elle sortait de nulle part. Elle prononce que très rarement son nom de famille et parle jamais de ses parents, ni de son frère, ni de sa sœur. Les autres étudiants connaissent que très peu de choses sur l'étrange élève. Bien souvent, elle coupe la conversation en quittant le groupe d'amis sans dire un seul mot. Déjà, alors qu'elle n'a même pas 25 ans, on remarque quand même le caractère très étrange de Greta Garbo qui cherche à dire le moins possible sur sa vie privée. Après une quinzaine de mois au Dramaten, Garbo quitte l'Académie.
Le cinéma la demande de plus en plus et elle ne supporte plus le rythme de vie de l'école. Elle tourne des courts-métrages puis apparaît en tant que figurante dans des longs-métrages. Elle rêve toujours de gloire, mais aussi de champs remplis d'orangers. Greta Gustafsson n'est peut-être pas encore Greta Garbo, mais c'est tout près. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.